intéressés à la chirurgie pancréatique. Alors, il est très clair qu'avant d'envisager la chirurgie pancréatique, il fallait un certain nombre de préliminaires. Il fallait connaître l'anatomie qui était jusqu'aux aruspices anciens et jusqu'à Galien et Vézal particulièrement mal connue. Et le premier à s'être intéressé, ou un des premiers, est bien évidemment Wirsung, avec le conduit qui porte son nom. Conduit qui a une histoire assez particulière. En effet, Wirsung était né à Augsbourg et après avoir fait un tour d'Europe des anatomistes, s'était fixé à Padoue, où il n'avait pas obtenu la chaire d'anatomie, mais il avait obtenu le titre de préparateur au laboratoire d'anatomie, et il s'occupait de la préparation des cadavres, et il fut amené, à la suite du meurtre qu'avait commis Adzuan Viero de la Badia, qui fut pendu au cours, à prendre en charge la dissection de ce pendu. Il ne le fit pas seul, il le fit avec Bartholin et avec Hoffmann. Et à la suite de cette dissection, il découvrit ou décrivit les canaux qui portent son nom et qui ont été fixés par lui, qui avait appris entre autres la gravure sur cuivre sur ce dessin. Il en fit 12 copies qu'il envoya aux différents anatomistes avec lesquels il avait travaillé précédemment. Là ne s'arrête pas tout à fait l'histoire de Wirsung, parce que Wirsung, quelques mois plus tard, fut assassiné. Et deux hypothèses sont soutenues. La première est une histoire de cœur, ce qui est possible. La seconde, et qui semble plus vraisemblable, est que Hoffmann était extrêmement jaloux de cette découverte et en revendiquait la paternité, ayant prétendu avoir découvert ces canaux sur des dindes et l'ayant décrit chez des animaux. Il ne supportait pas que Wirsung le décrivît chez l'homme. Bien évidemment, la connaissance de l'anatomie n'était pas suffisante, il fallait un physiologiste, et c'est le mérite de Claude Bernard qui découvrit non seulement le milieu intérieur, la fonction uropoïétique ou glycogénique du foie, mais qui découvrit surtout la sécrétion exocrine du pancréas, et qui commença à pour nous chirurgiens, faire connaître ce qu'était la digestion pancréatique. Il faut savoir, puisque ce matin, je crois que c'était M. Canard qui parlait du problème des animaux, et même Barthé nous disait qu'en Allemagne de l'Est, il s'était mis un peu à l'écart pour faire la vivisection. Eh bien, il faut savoir qu'à une époque où le divorce était extrêmement rare, Madame Bernard demanda le divorce, car à la fin de sa vie, tout au moins si c'est elle prétendit, elle ne supportait plus les sacrifices des animaux que faisait son mari pour arriver à établir ces données physiologiques. Alors, il fallait évidemment contrôler plus ou moins les infections, et c'est le mérite du baron de l'ordre de Lister qui, dans les sexes, qui était un pastorien convaincu et qui décrivit cet appareil non seulement à enduire les mains, mais également à diffuser le formol. Et grâce à cette diffusion de formol dans les salles d'opération, la mortalité opératoire passa de 45 à 15%, ce qui serait à nouveau, dans nos temps modernes, tout à fait rédhibitoire. C'est le mérite des dentistes de s'être intéressés tout d'abord à l'anesthésie. Oralswes utilisait le gaz hilarant utilisé dans les cirques, et donc utilisait l'effet du protoxyde d'azote. Et c'est William Morton qui décrivit avec Jackson l'effet anesthésique de l'éther, qui lui permit de faire opérer par Warren un patient qui avait une tumeur cervicale sans aucune douleur. La paternité de cette découverte fut disputée par Jackson, qui ensuite prétendait avoir fait cette découverte. Mais pour mettre tout le monde d'accord, il faut savoir qu'en 1842, un dénommé Crawford Long, dentiste lui-même, avait déjà utilisé cette anesthésie. Donc tout était réuni pour que la chirurgie pancréatique puisse venir, l'anesthésie, l'anatomie, la physiologie et la maîtrise plus ou moins de l'infection. Les précurseurs commencèrent tout d'abord par inciser des collections. Le premier à avoir réalisé cette intervention, et qui la rapporta dans une revue allemande dans les années 1850, et Van der Sleeben. Van der Sleeben était né dans la vallée rhénane. Il fit ses études à Heidelberg, puis ensuite s'installa à Halle, puis fit ses études à Halle, puis ensuite s'installa à Stromberg, où il se maria avec une personne à laquelle il confia un héritage qu'il avait reçu, à savoir une mine de charbon.
Et cela lui permit d'exercer la médecine en toute indépendance, médecin des pauvres. Il exerçait la médecine, la chirurgie et la gynécologie, en résumant totalement l'activité qu'on peut avoir en médecine. Et c'est en novembre 1841 qu'il fut amené à prendre en charge un jeune charpentier de 28 ans qui, dans la nuit en courant, s'était empalé sur une poutrelle métallique qui dépassait d'une charrette, qui avait commencé par avoir extrêmement mal, et il le traita par des applications d'infusion de laurier et de queue de cerise, puis ensuite la douleur continuant avec une petite tuméfaction, il fit des cataplasmes, et 3 semaines plus tard, la tuméfaction augmentant, il fut contraint d'envisager l'incision de ce qu'il pensait être un abcès. Cette collection fut drainée, le liquide nécrotico-hémorragique fut évacué, et le patient récupéra progressivement avec une fistule pancréatique, un supposé pancréatique, ce qui fut confirmé par l'autopsie de ce patient qui décédait 5 mois plus tard d'une infection pulmonaire, et on découvrit une cavité kystique dans la tête du pancréas. Le deuxième chirurgien, vraisemblablement, à avoir fait une incision de même nature est Thiersch, connu pour la greffe au lié Thiersch, ou bien pour le cerclage anal, mais il n'était pas certain que l'incision de la collection qu'il fit sur la paroi abdominale d'un patient en 1880 fut véritablement une collection d'origine kystique pancréatique, parce que, à cette époque-là, l'identification des sécrétions pancréatiques n'était pas absolument certaine, et c'est un chimiste de Brême, Kullamakant, qui le premier démontra que le suc pancréatique permettait de faire précipiter l'albumine et de digérer l'amidon, les graisses et les protéines, et qui permit par la suite de caractériser les fistules pancréatiques lorsqu'elles se produisaient. Les incisions ayant été faites, il fallait envisager évidemment des exérèses de ces kystes, et un des tout premiers à avoir réalisé cette exérèse est Rokitansky, qui était un gynécologue extrêmement célèbre, paraît-il, à Vienne, et c'est au cours d'une intervention qu'il pensait être gynécologique pour une tumeur abdominale qu'il découvrit une tuméfaction de la région épigastrique. Il chercha à en faire l'exérèse, tira sans doute un peu sur la masse, entraîna une rupture du côlon transverse avec une hémorragie majeure qu'il contrôla par un écraseur de Chassagnac que je vous ai représenté ici. L'espèce de petit anneau ici, c'est une chaîne, et on tirait cette chaîne avec cet ustensile à travers ce tube, de façon à faire par force filtrer sur l'hémostase, et c'était très utilisé lors des hystérectomies et la chirurgie des hémorroïdes. Je vous laisse à penser le plaisir qu'on devait avoir. Malheureusement, vous pensez bien qu'avec une telle chirurgie et de telles conditions, le décès survint dans les heures qui suivirent. Il restait alors à inventer une intervention plus radicale et plus sûre, et c'est le mérite de Gusenbauer, qui était un chirurgien qui était né dans les Alpes autrichiennes, qui fit tout d'abord ses études à Salzbourg, où on le destinait à une carrière ecclésiastique, mais qui la refusa et partit à Vienne apprendre la médecine. Il fut assistant d'un physiologiste, von Reicher, qui lui proposa de devenir son assistant. Mais tous les patrons ne sont pas toujours très attentifs à leurs élèves, et le jour du concours, Reicher ne vint pas et se fit remplacer par Billroth. Les choses se présentaient mal, et pourtant Billroth fut impressionné par l'enthousiasme et les connaissances de Gusenbauer et le prit à son service comme assistant pendant 6 ans, ce qui l'amena à devenir doyen à Liège. Il ne parlait pas un mot de français, et il fit un stage de 3 mois avant de gagner Liège, où il fit sa leçon inaugurale en français. Et c'est en soignant la fille d'un journaliste qui était son contempteur, parce qu'il avait de grosses difficultés d'intégration dans la communauté liégeoise, et en ayant un succès thérapeutique, il se fit accepter dans cette communauté, et il devint le grand médecin dont on parlait à Liège. Il partit ensuite à Prague pour devenir doyen, puis ensuite rejoignit Vienne. Et c'est un soignant, un patient de 40 ans qui, à la suite d'une consommation abusive d'alcool, fit une pancréatite aiguë, alcoolique, et qui développa au bout de 3 semaines, 1 mois, développa une volumineuse tuméfaction abdominale, qu'il mit au point cette intervention qui est la marsupialisation. Après avoir évacué un liquide purulent puis eau de roche, qu'il mit au point la marsupialisation qui devait être utilisée jusque dans les années 50 avec beaucoup de succès.
La première résection pancréatique est vraisemblablement l'œuvre de Trendelenburg, qui réalisait une pancréatectomie gauche avec une splénectomie de nécessité et d'hémostase au passage. Trendelenburg était un chirurgien qui était né à Berlin et qui fit des études à Édimbourg, puis ensuite à Glasgow, avant de finir à Leipzig, où il devint professeur. Il s'était intéressé, vous le savez tous, à la position opératoire, mais ce n'est pas lui qui a décrit cette position opératoire, c'est un chirurgien arabe du Xe siècle qui s'appelait Abu al-Qasim, qui avait décrit cette position et qui n'a pas eu l'heure d'être pérennisé à sa suite. Il s'intéressa également, vous savez, à la chirurgie de l'embolie pulmonaire et en 1911 tenta l'embolectomie sans succès que réussit en 1922 un de ses élèves, Kirchner, qui réalisait la première embolectomie. Et c'est donc une résection splénopancréatectomie pour un sarcome dont les suites opératoires furent assez mauvaises puisque le patient décéda d'insuffisance respiratoire à son domicile quelques semaines après l'intervention. Il était admis alors que la résection droite était pratiquement impossible ou difficilement réalisable et que seule la pancréatectomie gauche était possible. La première énucléation d'une masse céphalique est due à un chirurgien Giuseppe Rucci qui le réalisa à l'hôpital major de Milan. Il y a un gros débat sur la réalité de cette exérèse et sur les suites opératoires. De toute façon, vu le résultat histologique à l'adénocarcinome, on se doute bien que le patient n'a pas survécu très longtemps à cette époque. Mais l'observation publiée fait état d'une survie à 1 an lors de la publication, alors que plusieurs autres témoins de l'époque, dont Domenico Biondi, affirment que le décès est survenu beaucoup plus rapidement. Quoi qu'il en soit, la première énucléation a été réalisée pour un adénocarcinome de la tête du pancréas. On arrive à une époque très importante dans la chirurgie digestive pancréatique, c'est la première résection de l'adénopancréatique. Il ne s'agit pas de celle que vous pratiquez tous les jours. Elle est l'œuvre de Codevilla. Codevilla, c'était le fils d'un prêteur sur gage de Bologne, qui fit ses études à Bologne et qui finança ses études en étant répétiteur. Après un service militaire effectué à Florence, il fut assistant à Bologne, puis fit un peu le chirurgien itinérant dans divers villes, avant de se fixer à Imola, où il développa une importante activité de chirurgie viscérale. C'est en faisant notamment une chirurgie gastrique qu'il se fit connaître et il fit de très nombreuses gastrectomies pour cancer. Il ne publia jamais son intervention qui fut rapportée par un de ses collaborateurs, un successeur. C'est en cherchant dans la bibliothèque de l'hôpital d'Imola que l'on trouva la totalité des gastrectomies, des fiches et des observations de gastrectomie, et à côté une fiche comportant, à part, qui comportait l'observation que je vais vous rapporter et qui est celle de la première résection d'adénopancréatique réalisée. Il s'agissait d'un cultivateur de 46 ans qui était entré, souffrant depuis longtemps de l'estomac et qui était entré pour hématémèse. Le diagnostic était celui de cancer du duodénum, de l'estomac, envahissant plus ou moins le pancréas. Et ce patient fut donc opéré sous anesthésie à l'éther et on fit une résection que vous voyez ici, c'est-à-dire une résection partielle anthropylorique avec une résection partielle du pancréas. Et le pancréas ne fut pas du tout anastomosé et il fut abandonné tel quel avec un drainage, alors que le remise en circuit biliaire était réalisé par une cholécysto-jéjunostomie à l'aide d'un bouton que l'on appelle le bouton de Jaboulet, de Prioton, que certains connaissent, et qui a été remis il y a quelques années au bout du jour par un laboratoire en le faisant résorbable, et par une gastro-entéroanastomose. Vous imaginez que ayant une résection assez large, il se produisit une fistule pancréatique qui entraîna également importante avec une stéatorée et le patient décéda quelques semaines plus tard, 18 jours plus tard, de cachexie et de complications. C'était la première véritable résection duodénopancréatique rapportée dans la littérature, semble-t-il, mais pas par l'auteur lui-même de l'intervention. In coda venenum, Codevilla devait mal finir puisqu'il a fini orthopédiste à Risoli, reprenant un service d'orthopédie et le rendant très célèbre par ses qualités chirurgicales d'orthopédie. C'était une époque différente. La première résection oculaire a été réalisée vraisemblablement par William Alsted, qui était un chirurgien qui était ami
New York et dont la famille a beaucoup donné à la médecine, puisqu'il est la mère de William Ashton a été opérée par lui-même de la première cholécystectomie réalisée aux États-Unis, et que c'est la sœur de William Ashton qui a bénéficié de la première transfusion sanguine aux États-Unis. Et donc, ce chirurgien très attentif à l'hémostase, qui devint un cocaïnomane en faisant des travaux sur la cocaïne, et qui finalement devint un chirurgien, après avoir été chirurgien à New York, devint un chirurgien à Johns Hopkins Hospital de Baltimore, qui opéra la première tumeur ampulaire. Il réalisa la réimplantation des canaux après la papillectomie qu'il fit, mais il prit soin de réaliser une cholécystostomie, et c'est à l'ablation de la cholécystostomie que l'ictère réapparut et que l'évolution par récidive ou évolution locale se produisit, conduisant au décès du malade, mais la première résection ampulaire avait été réalisée. Un certain nombre de points techniques n'étaient pas abordés. La reconstruction biliaire n'avait jamais été abordée avant l'intervention de Codevilla, et les anastomoses biliodigestifs furent progressivement décrits. Vous voyez tout de même que la première dérivation avec la vésicule a été faite avec le côlon, et je vous laisse à penser les suites que dut avoir ce malheureux patient. Le traitement du pancréas restant posait problème. Il est très clair que les matériels de suture étaient inadaptés, c'était soit le calcul, soit le lin, et que les aiguilles et le matériel étaient inadaptés, puisque c'était des aiguilles à charge relativement volumineuses, voire même parfois des reverdins, et donc ça posait problème. Je ne peux pas ne pas parler de Maurice Jourdan. Maurice Jourdan s'est fait déposséder de sa découverte. Il avait été formé par Louis Terrier, qui l'avait eu comme interne et qui lui avait demandé de bien vouloir se consacrer à l'étude anatomique et à la technique de la mobilisation du bloc duodéno-pancréatique. Et c'est Maurice Jourdan qui a décrit la technique du décollement duodéno-pancréatique. Cette technique fut observée par Vautrin lorsqu'il visita Terrier, et c'est Cochet qui, en voyant Vautrin à Nancy réaliser cette technique, il la popularisa sous le nom de manœuvre de Cochet, ou parfois même de Cochet-Vautrin, alors que le pauvre Maurice Jourdan est tombé dans l'anonymat le plus complet. C'était bien de lui rendre hommage aujourd'hui. La première duodéno-pancréatectomie partielle avec remise en circuit du Wirsung est l'œuvre de Walter Koch. Alors, Walter Koch était un chirurgien qui était né à Königsberg et qui fit ses études à Strasbourg, à une époque où Strasbourg était une ville allemande. Et puis ensuite, il devint un chirurgien à Berlin, et il épousa la nièce de Mikulitz. Il devait décéder tout à fait banalement d'une embolie pulmonaire après une appendicectomie banale. Et c'est lui qui réalisa une intervention avec remise en circuit du duodénum. Vous voyez que l'exérèse duodénale n'était pas complète, mais qu'il y avait quand même une bonne résection, rappelant un peu celle réalisée par Codevilla, et avec une appropriation, avec une anse en Y, pour essayer de réaliser la dérivation des canaux pancréatiques. Le sepsis sur 29 mois plus tard, avec un décès, mais la survie post-opératoire avait été possible. Alors, à cette époque-là, il y avait donc des gens qui faisaient des anastomoses pancréatiques, des résections atypiques sans anastomose, et d'autres qui préféraient réaliser des anastomoses pancréatiques. Et le mérite, c'est Archibald Holfaser-Whipple qui a codifié la technique de la duodéno-pancréatectomie céphalique. Alan Holfaser-Whipple avait était le fils était né aux Indes, en Iran, pardon, et il était le fils de pasteur. Il fit ses études à Columbia Hospital, et il ponctuait ses interventions en citant les rythmes de l'opéra, Andante, Manon Broco, Largo, etc., Presto. Et il demanda à un de ses élèves, de se pencher sur la technique de la duodéno-pancréatectomie céphalique, et il demanda donc à Mullins de s'y intéresser. Mullins essaya de codifier la résection, ce qu'il fit, et il réalisa donc la première fois, en mars 1934, une résection qui débuta par une dérivation biliodigestive, une gastro-entérone-anastomose et une dérivation biliodigestive,
Puis 2 mois plus tard, une résection de l'ampoule de Vater avec une résection véritablement complète. Malheureusement, le décès survint 30 heures plus tard et à l'autopsie, on constata que toutes les anastomoses qui avaient été réalisées au calbut avaient été digérées. Il semble qu'à cette époque-là, Whipple fut pris d'une certaine dépression et c'est Mullins qui l'a encouragé en lui disant « Mais pourquoi vous n'utilisez pas les fils de soie que vous utilisez lorsque vous faites des insulinomes pour réaliser l'anastomose ?» Et c'est ce que fit ensuite Whipple pour les 2 observations suivantes, en 1934 et en 1935, où les 2 patientes survécurent. Il y a, comme toujours, entre le maître et l'élève des discussions, et Mullins prétendit par la suite qu'il était le découvreur de la technique codifiée de la duodénopancréatectomie céphalique par ses travaux qu'il avait fait au laboratoire, ce que contesta évidemment son maître. La première résection anatomique de la tête du pancréas, c'est l'œuvre de Alexander Braunschweig. Braunschweig était un chirurgien d'origine alsacienne qui était né à Elbaso et qui fit ses études à Chicago et qui s'installa ensuite à Boston puis à New York où il s'intéressa particulièrement à la chirurgie oncologique et il est connu pour l'exempération pelvienne. Il était partisan d'exérèse très large et extensive et c'est le premier à avoir réalisé une exérèse pancréatique en enlevant tous les tissus qui étaient à droite des vaisseaux mésentériques supérieurs. C'est donc la première véritablement exérèse large du pancréas qui a été réalisée. Il restait évidemment à étendre encore un peu plus l'exérèse, étant partie des kystes, nous arrivons à l'exérèse totale du pancréas. 2 cas ont été rapportés, mais dont il faut accueillir avec beaucoup de circonspection. Le premier cas, c'est un cas de Bill Roth qui aurait été rapporté par Sauvé au congrès de chirurgie en 1901, et un cas en 1900 rapporté par Frank, bien avant donc la découverte par Best et Banting de l'insuline, et dont il faut considérer avec beaucoup de circonspection, puisque le patient survécut à l'intervention et décéda plusieurs mois plus tard. Il a été noté dans l'observation qu'on avait laissé une petite masse contre le duodénum. Certainement, cette masse était suffisante pour avoir suffisamment d'îlot pancréatique et permettre une glycorégulation suffisante pour éviter une hypoglycémie. Et le premier chirurgien à avoir véritablement réalisé une pancréatectomie totale en 1942, c'est Rocky de Portland, qui fit une résection en 2 temps, une laparotomie en juin pour réaliser une cholécystoduodénostomie, et 3 jours plus tard, mais j'ignore pourquoi il y a eu ce petit court laps de temps, une pancréatectomie totale, dont les suites furent malheureuses puisque le patient décéda d'une péritonite biliaire après une réintervention 15 jours plus tard. On avait atteint l'exérèse la plus complète, je ne parlerai pas de la transplantation. Il fallait évidemment se tourner vers les résections limitées. Je ne peux pas ne pas citer le travail de Pierre-Louis Fagnier, Mathias Krach et de Nelly Rothman, qui ont été les premiers, non pas à faire, mais à décrire cette intervention qui a été rapportée et non publiée par un certain nombre de chirurgiens qui donc sont l'heure de la chirurgie limitée. De même, l'approche chélioscopique est une nouvelle approche, mais elle n'est pas récente, puisque vous voyez qu'en 1911, un chirurgien de Baltimore proposait de faire une laparoscopie pour l'évaluation des métastases, mais il n'y a eu aucune indication retenue faite jusqu'à l'ère moderne, jusqu'à ce qu'en 1993, Michael Gardner fisse la première duodénopancréatectomie par voie céphalique. Par voie célioscopique, pardon. Alors je reprendrai ce qu'a dit Marc Barthé ce matin, c'est une citation donc, de Bernard de Chartres. Nous sommes assis sur les épaules des géants, et je pense qu'il était juste de faire évoquer le passé, puisque si l'on en croit à Lord Byron, le meilleur de tous les prophètes, c'est encore le passé. Et je souhaite aux chirurgiens à venir de